Donc voilà, donc ça c'est mes liens d'intérêt. Je n'ai pas de lien d'intérêt particulier concernant cette histoire-là. Donc voilà, comment envisager les émergences des maladies fongiques? En réfléchissant bien au sujet, je me suis dit que finalement, on pourrait regarder si ce qui se passe actuellement dans un certain nombre de services, c'est l'émergence soit de souches, d'espèces, pardon, naturellement résistantes, comme Candida krusei, Candida auris, sur lesquelles je reviendrai après. L'autre hypothèse, c'est avec la généralisation et la démocratisation des antifongiques et la multiplicité des antifongiques, l'apparition de nouveaux mécanismes de résistance au sein d'espèces naturellement sensibles. L'autre partie serait de réfléchir un petit peu sur l'augmentation des infections et à des champignons qui sont plutôt rares, avec la notion de l'émergence de mucormycoses dans les populations de patients Covid et l'apparition de nouvelles infections à champignons de type filamenteux. Enfin, clairement, si le sujet nous intéresse, c'est parce que probablement, avec l'histoire de la grippe et du Covid, nous avons vu apparaître de nouvelles infections fongiques qui sont maintenant admises pour les deux, mais pour lesquelles on aurait bien aimé essayer de comprendre le pourquoi et le comment. Donc, je vais essayer un petit peu de développer cela en prenant en compte finalement un certain nombre de données qui me paraissent moins importantes pour réfléchir le phénomène. La première chose, c'est l'augmentation et la survie des patients immunodéprimés. De plus en plus de patients sont immunodéprimés, et donc dans les services, on en accueille de plus en plus fréquemment. Et je prends souvent l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde, où quand moi j'étais interne, c'était simplement des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Maintenant, c'est des immunosuppresseurs. L'augmentation d'exposition des patients au réservoir environnemental, et c'est un élément qui est lié non seulement à la démocratisation de la transplantation d'organes, mais aussi à la survie des patients. Et ça, je pense que c'est un élément important, et à la qualité de la survie des patients, ce qui fait que les patients ont des activités, notamment des activités de voyage où ils vont rencontrer des réservoirs particuliers. Et très clairement, l'autre élément, c'est l'augmentation de la consommation des antifongiques avec les deux aspects, l'aspect hospitalier et humain, où très clairement, les antifongiques, moi je les ai vus apparaître pendant mon internat. Donc ça devait être les années, le fluconazole, ça devait être le début des années 90, où ça s'est généralisé, alors qu'avant on avait l'amphotéricine B et qui était néphrotoxique, et donc on ne prescrivait pas d'antifongiques que vraiment dans des indications très particulières, et donc on les a généralisés. Et puis dans l'environnement, vous savez que les antifongiques sont largement utilisés dans l'environnement, notamment on pense aux Pays-Bas avec l'histoire des tulipes, pour éviter que les tulipes, entre guillemets, ne meurent. Et donc, j'ai cherché dans la littérature un petit peu pour voir. Je suis tombé évidemment sur un papier de Jean-François qui avait été fait à Grenoble, mais je vous rassure, j'ai pris celui-là, j'aurais pu prendre un autre. C'est un travail qui a été fait à Grenoble dans lequel Jean-François a regardé donc c'est une thèse de médecine à l'origine en fait, dans lequel ils ont regardé la consommation des différents antifongiques entre 2004 et 2009 avec une augmentation clairement de la consommation de caspofungine et la diminution de consommation de fluconazole, qui est associée à l'apparition de plus en plus fréquente de Candida parapsilosis, avec une diminution des autres candidats. Et vous savez que dans la littérature en général, si vous prenez par exemple les patients de cancéro et hématologie, il y a un shift de l'albicans vers krusei et vers des glabratras de sensibilité diminuée. Et donc, cet papier-là, donc un des papiers que j'ai retrouvé, parce qu'il fallait bien que je travaille dessus pour vous faire quelque chose ce matin, il y a d'autres papiers de la littérature. Il y a à l'échelon national, il y a le Centre national de référence, Olivier Lortolari, qui avait souligné aussi le fait que parmi les souches qui avaient été isolées, plus on voyait de la consommation de caspofungine, plus on voyait des candidats parapsilosis avec des niveaux de CMI élevés aux échinocandines. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est maintenant admis un petit peu par tout le monde. Alors, je parle bien à l'échelon épidémiologique. À l'échelon individuel, on en parlera à la fin, c'est autre chose. Mais à l'échelon épidémiologique, il y a une corrélation. Dans ce fameux papier, toujours de Jean-François, il y avait un modèle ARIMA qui permettait de regarder finalement la corrélation temporelle entre la consommation d'antifongiques ici en gras et l'apparition de Candida parapsilosis avec des CMI plus élevés à la caspofungine. Et donc, avec, je pense, le décalage, si j'ai bon souvenir, il est de 3 ou 4 mois. Mais enfin, tu me diras si je me trompe, mais c'était de cet ordre-là. Alors, une fois qu'on a dit cela, après la question c'est au plan individuel, est-ce que la prescription préalable d'antifongiques expose à l'émergence de résistance? Alors attention, la réponse est probablement non au sein de la même espèce, mais oui
au sein d'espèces différentes. Je m'explique. Donc là, c'est un travail sur les patients d'hématologie qui ont reçu des traitements antifongiques multiples et pour lesquels on voit dans les suites des traitements qu'est-ce qui va émerger comme infection. Et le message de ce papier, c'est de dire que ce n'est pas de la résistance au sein de l'espèce qui apparaît, parce que la résistance pour les antifongiques, c'est essentiellement une résistance par mutation, avec un coût énergétique qui fait que le pathogène ne se multiplie pas, mais c'est l'apparition d'espèces naturellement résistantes à l'antifongique reçu. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous réfléchissez à du Krusei, la prescription préalable d'azolé est associée en fait à l'émergence de Krusei. Et donc ça, c'est un papier d'hémato, mais il y a d'autres papiers dans la littérature qui l'ont suggéré. Deuxième élément, pour toujours avancer sur le fait, est-ce que nous sommes exposés au risque, regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Et en fait, là, c'est un papier de la littérature qui est relativement récent, dans lequel les auteurs ont regardé sur les souches environnementales, est-ce qu'il y avait de la résistance, est-ce que parmi les espèces isolées, il y avait de la résistance. Et donc, vous voyez que, par exemple, pour Aspergillus, il y a 1,3% d'azolés, de résistance aux azolés, dans les souches environnementales et dans les souches cliniques, 3,3%. Alors, est-ce que ça se traduit par quelque chose? Alors déjà, je réponds à Claire, il y a des divergences régionales, c'est-à-dire la résistance, par exemple, aux Pays-Bas, où on utilise massivement les antifongiques, il y a de la résistance à Aspergillus. Peut-être que ça a des conséquences en termes de clinique. Là encore, c'est lié à une consommation globale, c'est pas chez un patient donné, c'est-à-dire la prescription préalable d'un traitement antifongique ne semble pas être associée chez un patient donné au risque, c'est plutôt à l'échelon régional. Donc, le deuxième message de cette diapositive, c'est de dire que finalement, de la résistance, il y en a dans l'environnement. Et donc, j'ai repris un petit peu cette image simplement pour dire que, à la différence avec les antibiotiques, les antifongiques sont relativement… L'utilisation massive des antifongiques est quelque chose de relativement récent. Et si on veut s'inscrire dans le temps, il n'y a pas de raison de penser de ne pas voir apparaître quelque chose. Et là, ce papier-là montrait un petit peu finalement l'utilisation massive des azolés dans l'environnement et au niveau hospitalier et les conséquences qu'il peut y avoir chez les patients. Donc, c'est juste pour illustrer un petit peu mes propos. Donc, ce sont des agents pathogènes de l'environnement et donc ça, c'est un élément important. Et j'ai repris ici un travail que nous avions fait il y a très longtemps, une revue de la littérature, mais qui a été repris depuis, il y a eu de nouvelles, mais qui montrait que finalement, que pour les mycormycoses, ce sont essentiellement les mycormycoses associées aux soins, c'était ça notre sujet essentiel, ce sont essentiellement des mycormycoses qui sont liées en fait à une contamination par des poussières de matériel que nous utilisons, que ce soit l'élastoplasme, c'est largement décrit, les poches de recueil, les poches de stomie, c'est vachement décrit, et puis les abaisse-langues, vous voyez ici, il y a les abaisse-langues. Donc vraiment, on vit dans un monde où la contamination est importante. Et si je le dis, c'est parce que je voudrais le mettre en parallèle avec l'admission de plus en plus fréquente de patients immunodéprimés dans nos unités. Le deuxième élément, c'est qu'on retrouve dans les aliments, et je fais juste un petit aparté, vous savez qu'il y avait eu une grosse épidémie en France qui avait touché essentiellement les enfants en hématologie d'un champignon qui est Saprocalata, clavata, peu importe, et pour lequel on a soupçonné éventuellement une contamination du Kellogg's, là, je sais plus comment on appelle ça, les trucs que les gamins mangent le matin. Ah, les flocons d'avoine, les gamins mangent le matin, parce que moi, c'est pas ça que je mange le matin, je mange du gras. Et juste pour montrer un petit peu, simplement, dans la littérature, vous verrez énormément de nouveaux papiers de la littérature qui montrent des épidémies. Et j'aime bien celle-là, vous l'avez vu, c'est dans New England des années 2012, ça doit faire à peu près une dizaine d'années. C'est une contamination des chaînes de production. Alors là, c'est comme il y a des industriels dans la salle, c'est le profit, le gain. Et là, c'était les flacons de méthylprédnisolone. Il y avait eu, je ne sais plus combien de cas aux États-Unis. Je pense, il y a eu à peu près 700 cas, je crois, de décrits aux États-Unis. Bref, peu importe. Et c'était des contaminations de la méthylprédnisolone avec des méningites liées à une contamination de la chaîne. Et vous savez qu'on a fréquemment des contaminations des chaînes de production. Et donc, en pratique, finalement, quand je regarde un petit peu la littérature, il y a de nombreuses épidémies qui sont décrites. Ce sont des agents pathogènes retrouvés dans l'environnement. Et puis, nous avons des patients qui sont de plus en plus exposés au risque et qui vivent de plus en plus longtemps, tant mieux pour eux, mais effectivement dans des situations où ils peuvent se retrouver infectés. J'ai retrouvé dans la littérature un certain nombre de papiers que vous connaissez avec
des papiers sur des médiastinites à Aspergillus dans les suites d'une chirurgie cardiaque. Et il y avait eu des anciens papiers de nos collègues espagnols qui avaient montré que dans des unités où la charge à champignons était élevée dans l'air, on avait des contaminations dans des services qui n'ont pas de traitement d'air. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous. Évidemment, des infections à candida, ça c'est assez classique en fait. Et puis, tout à l'heure, je vous remontrerai d'autres choses, mais je vous rappelle que pas la HEGP, mais la pitié salpêtrière vit maintenant depuis plusieurs mois une épidémie à trichosporon, de médiastinite à trichosporon, qui sont des champignons de la peau et des champignons de l'environnement, sans qu'on ait retrouvé pour l'instant la cause. Alors, nous avions à un moment avec Marie-Elisabeth Bougnou fait une sorte de revue de la littérature parce que ça nous amusait sur qu'est-ce qui avait émergé. Vous connaissez tous Candida auris qui fait énormément de bruit. Actuellement, c'est Tenon qui est sous les feux sous les feux entre guillemets. Avec une épidémie qui dure, et donc Candida auris, qui est un champignon qui est très proche qui est une levure, excusez-moi, qui est très proche des levures de Candida emuloni, qui est une levure du dauphin, qui est une levure du dauphin, et c'est important, c'est quelque chose qui a circulé essentiellement au Japon, en Inde, qui survit à l'environnement et qui est résistant aux antiseptiques et résistant aux antifongiques. Saprochaeta clavata, qui est un champignon de l'environnement, et là je vous ai remis cette fameuse épidémie, et puis il y en a d'autres que je ne saurais même pas prononcer, qui sont liées essentiellement à des contaminations de chaînes de production. Et c'est comme ça que vous retrouverez dans la littérature des papiers qui rappellent finalement les populations qui sont à risque. Et je vous ai mis là juste un récent, mais il y en a un autre. Alors, encore une fois, vous ne me posez pas la question comment on prononce Sarocladium acremonium, peu importe. En plus, ça change. Et ça, c'est une difficulté de la littérature, c'est que les terminologies changent. Saprochaeta stegeotrichum. Enfin bref, ça change énormément. Et pour rappeler simplement que c'est essentiellement les patients immunodéprimés qui restent exposés au risque, avec dans les immunodéprimés peut-être deux catégories, les traumatisés, mais ça on s'imagine bien, c'est surtout les accidents de la voie publique avec le contact avec le sol qui peut être contaminé, et puis les diabétiques, et ça fait allusion au mucormycose. Et je me suis permis de reprendre une diapositive de Olivier Lortolari qui avait, lors d'une présentation, regardé un petit peu quelles étaient les populations à risque. Et là, c'était particulièrement Aspergillus, mais autres aussi. Et vous voyez qu'on a de plus en plus de patients exposés au risque, que ce soit les patients transplantés, que ce soit les patients VIH, que ce soit les patients leucémiques. Et puis, il y a une particularité qui sont ces fameux patients de réanimation, avec toute cette discussion qui évolue depuis maintenant une quinzaine d'années, de l'équipe surtout belge, donc de Stinchblot, sur finalement comment identifier, comment savoir les patients qui l'ont acquis chez nous par rapport et de comparer ceux qui sont infectés par rapport à ceux qui sont colonisés. Alors, je me suis posé la question, finalement, la question qui était posée, c'est est-ce que finalement nous sommes concernés? Et je me suis dit, bon, est-ce que c'était mieux avant? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait moins de risques avant? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai commencé mes études d'hématologie à Nantes, le patient allogreffé de moelle, il était mis sous sa bulle et il restait 3 mois sous la bulle. Là, maintenant, on fait des greffes de moelle quasiment en ambulatoire. Et donc, ça modifie les pratiques. Quand vous envoyez vos malades après une greffe de moelle en soins de suite réadaptation, là, il n'y a aucun contrôle d'air et rien de particulier. Et donc, il y a vraiment le fait d'aller vers une médecine ambulatoire modifie probablement les risques et va peut-être nous amener à avoir des patients tout à fait différents. Donc, les immunosuppresseurs, on en a parlé, et la survie des patients, on ne peut que s'en réjouir. Et donc, quand on regarde les revues de la littérature sur les facteurs de risque, on revoit à peu près la même chose avec peut-être un point particulier qui est celui de l'utilisation massive des antibiotiques, mais je vais revenir sur la réanimation tout de suite. Et je me suis dit, finalement, quand on regarde la réanimation, est-ce que les patients de réanimation sont différents dans le temps? Et j'ai regardé quelques critères, d'abord l'immunodépression et la deuxième chose, les infections à levure et à champignons. Et donc, quand vous regardez les données, et à raison, je vous prie de m'excuser, mais je lis de droite à gauche, je fais partie des gens qui lisent de droite à gauche, donc 2018 à 2022, quand on regarde les patients neutropéniques avec moins de 500 polynucléaires neutrophiles, vous voyez qu'il y a une augmentation. On est passé de 1,9% à 2,6% des patients qui sont neutropéniques en réanimation. Lorsqu'on regarde immunodépression, on est passé de 13% à 14%. Et pour quelque chose
qui n'existait quasiment pas, à part la chirurgie cardiaque quand je faisais de la réanimation. Il y a longtemps, l'ECMO, on est passé de 1,5 à 2,8%, et j'ai du mal à croire que ça va s'arrêter là. Je pense que ça va aller de plus en plus, et donc probablement que ces patients vont être exposés à plus de risques. Et quand on regarde, en fait, dans les données REA réseau, les patients qui ont une infection à champignons, alors pour être franc, je ne sais pas comment ils arrivent à définir cela, mais voilà. Et donc, mais Jean-François pourra nous le dire. Donc là, on a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup, puisque c'est de l'ordre de 5% en 2018 contre 4,9% en 2022. Par contre, j'ai juste noté, sans que ce soit significatif, que autres filaments commencent à apparaître en 2022. Donc, en pratique, je me dis que probablement que dans le temps, on va voir des choses différentes. Et je voulais absolument faire un point là-dessus, mais nous l'avons tous vécu, c'est l'histoire du Covid avec ce papier de l'équipe du Kremlin-Bicêtre, de l'équipe de, c'est Saliba, je crois, oui, Ishai, dans lequel ils avaient noté donc deux périodes. Une première période ici, où ils avaient mis leur réanimation en pression négative et ils avaient noté l'apparition d'un certain nombre d'infections d'aspergillose, entre guillemets, et puis lorsqu'ils remettent leur traitement d'air avec en pression à la limite de la positivité et qu'ils introduisent un traitement antiprophylactique, la disparition. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans nos réanimations, il n'y a pas de traitement dans nos réanimations et dans notre attitude au quotidien, probablement qu'il y a des choses. Si on accepte l'idée que les immunodéprimés vont augmenter dans nos services, il va falloir probablement modifier un petit peu nos pratiques. Et je me suis permis de vous rappeler ici, dans une revue de la littérature d'hygiénistes, quelles sont les sources des aspergilloses dites associées aux soins, pour vous rappeler que oui, certainement, tous, on est conscient que le fait d'avoir une construction pas loin de son service est associé à un risque particulier, mais il existe un certain nombre d'infections qui sont soit liées à des dysfonctionnements des traitements d'air, soit liées effectivement à l'absence de source. Et personnellement, nous avons vécu ça très récemment dans notre réanimation avec des contaminations extrêmement importantes sans qu'on puisse trouver l'explication, à part une explication éventuellement comportementale. Et tout en refaisant aussi la littérature, j'ai retrouvé un petit papier qui regardait dans 12 réanimations, je ne sais plus où c'était, en Italie, pardon, pour lequel ils avaient fait des prélèvements environnementaux et pour vous montrer qu'en moyenne, 12% des prélèvements étaient positifs et que ça oscillait des réanimations entre 4 et 24%. Et là, pour Claire, toujours, il y a certainement quelque chose de différent. Quand tu regardes, par exemple, le type d'infection fongique dans les pays dits chauds et humide, c'est tout à fait différent de nos pays actuellement et peut-être que le changement climatique va nous amener à être exposés à des choses différentes. Alors, je ne vous parlerai pas ni des tornades ni des guerres parce que là aussi, ça augmente le risque. Donc, et puis, une fois que j'ai fait tout ça, donc je me dis, ben, finalement, le risque existe. Et puis, je me suis dit, est-ce que ça a été déjà décrit? Est-ce que les gens ont regardé? Et quand vous fouillez bien dans la littérature, vous trouvez toujours quelqu'un qui a fait quelque chose où vous dites, tiens, c'est Romaric Larcher qui est notre collègue infectiologue et qui a été réanimateur, je pense, ou je ne sais plus s'il est toujours réanimateur, et qui a fait récemment, non, il est infectiologue, Romaric est infectiologue, et qui en 2021, sur les données de Montpellier, a regardé en réanimation 6900 patients admis, et dans lesquels il a regardé la fréquence des infections dites fongiques, ce qui représente à peu près 4 pour 1000 patients. Et je vous ai mis ici le tableau des différentes infections. Donc, il y a des mucormycoses, ça c'est un chapitre important, hein, donc les mucors, mais il y a aussi Saprokeata clavata, Trichosporon, Pseudosporion, des choses qu'on ne voit pas récemment, par exemple, chez Jamel Mokart, mais chez un immunodéprimé, une pseudosporiose invasive chez un patient qui est chasseur. Et donc, voilà, donc des choses que l'on ne voyait pas avant parce que finalement, les patients étaient moins exposés à ce risque-là parce que peut-être ils vivaient moins bien ou de façon plus courte. Et puis, toujours la notion de Saccharomyces cerevisiae, mais vous connaissez finalement ces épicémies qui avaient été décrites chez les patients VIH qui recevaient des traitements soi-disant probiotiques contre Clostridium. Et puis, je me suis dit, ECMO, ça va augmenter dans le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe en ECMO? J'ai retrouvé un petit papier de la littérature sur les infections fongiques chez les patients qui sont sous ECMO, avec majoritairement, vous voyez ici des aspergilloses, des candidoses, excusez-moi, 9,7%, mais aussi autre chose, vous avez de l'aspergillus et vous avez des blastomycoses, donc des choses qui sont quand même inhabituelles.
Et quand on regarde les facteurs de risque, bon, les facteurs de risque, ça reste relativement classique. Là, par exemple, pour les aspergilloses, c'est des patients en hématologie, des pneumonies d'inhalation, des ARDS. Bon, c'est un peu difficile sur une petite série comme ça de comprendre. Et puis, par contre, Candida, vous connaissez mieux. Et voilà, pour finir, ce petit tour d'horizon, j'ai regardé dans la littérature qu'est-ce qui avait été décrit récemment et notamment en France. Donc là, j'ai retrouvé Candida emiloni des candidémies. Donc emiloni, c'est le dauphin, c'est vraiment le dauphin, c'est un candidat du dauphin. Et ça, c'est décrit essentiellement, alors c'est sur plusieurs années, une vingtaine de cas, et c'est surtout les îles françaises. Donc c'est vraiment en Martinique majoritairement. Sandrine Valade, avec de l'équipe de Saint-Louis, avait repris des infections à géotrichome et c'était essentiellement chez des patients immunodéprimés en France. Il y a une quarantaine de patients décrits. Trichoderma, là, c'est une série, c'est une revue systématique où 41% des infections sont essentiellement des pneumonies. Et puis, autre chose qui sont des infections plutôt associées aux soins liées, en fait, à probablement des couveuses. D'un champignon de l'environnement. Et puis, vous connaissez mieux que moi tout ce qui est lié à la grippe et au Covid. Voilà, pour finir, mon take-home message, c'est qu'il n'y a aucune raison de penser que ça ne va pas vous toucher. La population en risque est en constante augmentation, notamment les immunodéprimés. Nos pratiques en réanimation, je pense, du fait du type de patients que nous prenons en charge, doivent être modifiées parce qu'actuellement, elles exposent nos patients à de nouveaux multiples risques. Et là, on pourrait discuter de est-ce qu'il faut des traitements d'air ou pas. À mon avis, c'est peut-être un petit peu précoce. Le réservoir des agents pathogènes est environnemental et son maîtrise en milieu hospitalier, en théorie, devrait être possible. Et pour moi, il y a deux types d'émergence. Au sein des espèces usuelles, c'est-à-dire en fait au sein des candidats, on va avoir l'apparition d'espèces naturellement résistantes, beaucoup plus que d'acquisition de résistance, et puis l'apparition de nouvelles que nous ne déscrivions pas avant, parce que par ailleurs, nous avons de bons moyens diagnostiques que nous n'avions pas antérieurement. Voilà ce que je voulais vous raconter, et puis je suis prêt à répondre à vos questions.